Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 10 septembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite donc, focus marché avec des bourses toujours orientées à la hausse, notamment grâce au soutien de Christine Lagarde lors de sa réunion de politique monétaire, mais aussi d'un entretien ce matin entre Joe Biden et Xi Jinping. Avant ça, hier, Wall Street a poursuivi son repli, enchaînant même une quatrième séance consécutive de baisse après l'annonce d'une contraction plus forte que prévue des inscriptions au chômage aux États-Unis, qui, si la tendance se maintenait, pourrait justement inciter la Réserve fédérale à accélérer la réduction de son soutien monétaire à l'économie américaine. Alors effectivement, les inscriptions au chômage ont baissé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, plus fortement que prévu la semaine dernière, à 310 000, soit le niveau le plus bas enregistré depuis mi-mars 2020. Mais néanmoins, cette statistique a contribué à alimenter, on va dire, la perplexité des investisseurs face à l'évolution possible de la politique de la Fed, alors qu'ils doutent maintenant, depuis plusieurs jours, entre autres, de la vigueur de la reprise économique aux États-Unis. Ce matin, les bourses européennes sont plutôt orientées à la hausse, comme je vous le disais, suite à l'annonce d'un entretien téléphonique entre les présidents chinois et américains, contribuant à rassurer les investisseurs sur les tensions entre Washington et Pékin. Pour rappel, les relations diplomatiques avaient été quelque peu ternies sous l'ère Trump. Donc ce matin, Joe Biden et Xi Jinping, son homologue chinois, se sont parlé au téléphone. C'est leur premier entretien de ce type depuis 7 mois pour évoquer, entre autres, la concurrence entre les deux premières économies de la planète et les moyens aussi de prévenir d'éventuels conflits. Donc, ce premier dialogue entre les deux présidents a forcément rassuré les investisseurs et donc les marchés apprécient cette démarche. Enfin, on avait eu aussi hier justement la BCE, donc les principaux indices de la zone euro ont terminé dans le vert, après l'annonce de la Banque centrale européenne de son intention de réduire ses achats d'obligations sur les marchés, sans précision bien sûr sur l'ampleur de cette réduction. Et bien entendu, elle n'a pas parlé, elle n'a pas utilisé les mots qui font peur, les mots qui fâchent, à savoir tapering, elle a plutôt parlé de recalibrage. De ce fait, les marchés ont apprécié en tout cas ce discours de langage. Et la révision aussi à la hausse de ces prévisions d'inflation, on verra ça dans la partie macro justement, puisque ici les perspectives de croissance de la zone euro ont été revues à la hausse. Comme je vous le disais, la BCE continuera d'assurer, même si elle va réduire en partie les liquidités, mais elle va continuer d'assurer une grande liquidité des marchés et de soutenir surtout la croissance jusqu'à ce que l'emploi retrouve ses niveaux de fin 2019. Elle restera aussi bien présente tant que le Covid demeurera une menace pour l'activité. Alors, selon les dernières perspectives, ici, elles datent en blanc, c'est celle de juin, ici actualisée lors de la dernière réunion hier. Et donc, l'institution a revu à la hausse ses prévisions économiques pour la zone euro, disant tabler désormais sur une croissance à 5%, alors qu'au mois de juin, elle tablait sur une croissance à 4,6%. Et elle se montre par ailleurs assez optimiste, j'ai envie de dire, sur la croissance de 2022. Elle tape sur une croissance maintenant, elle a revu à la baisse, mais à 4,6%, ce qui est quand même une croissance assez forte, étant donné qu'en début de semaine, je vous ai partagé un graphique de Goldman Sachs sur les prévisions aux États-Unis, et on voyait que Goldman Sachs pour 2022 tablait sur une croissance des États-Unis justement à 4,6%. Généralement, les États-Unis sont la locomotive. Difficile de croire que l'Europe va faire aussi bien, voire mieux que les États-Unis. Donc assez optimiste sur ces prévisions pour 2022, en visant 4,6%, sachant qu'aux États-Unis, Goldman Sachs visait 4,6%, je vous disais qu'ils étaient aussi assez optimistes, mais le consensus était sur 4,5%. Et là,
tout porte à croire que l'Europe pourrait faire aussi bien que les États-Unis en 2022. J'en doute un peu. Généralement, l'Europe a tendance très clairement à surperformer son homologue américain. Et ensuite, en 2023, eh bien, retour au niveau avant Covid, à une croissance molle, très clairement, 2,1%. Effectivement, on avait très peu de croissance. Pour rappel, les chiffres de croissance en 2019 en zone euro étaient de 1,2% et en 2018 de 1,8%. Donc, retour dans des niveaux avant Covid. Concernant l'inflation, la BCE prévoit désormais une inflation de 2,2% en 2021 contre 1,9% en juin, au-dessus de son objectif de 2%. L'objectif de la BCE, c'est de maintenir l'inflation sous le seuil des 2%, mais elle estime qu'elle redescendra ensuite à 1,7% en 2022 et 1,5% en 2023. Christine Lagarde a encore souligné que l'inflation était purement transitoire et qu'elle ne devrait pas continuer d'accélérer, même si on constate qu'en Allemagne, l'inflation le mois dernier atteint quand même 3,8%, soit un des niveaux les plus hauts depuis les 2000, il me semble depuis 1998. On va quand même les investisseurs vont quand même toujours garder un œil sur l'inflation, notamment aux États-Unis. En Europe, rien de dramatique pour l'instant, même si on atteint 2,2%. L'inflation, au contraire, a plutôt explosé aux États-Unis, supérieure à 4%. Bien entendu, les prochains mois, les opérateurs surveilleront l'évolution de l'inflation aux États-Unis, car forcément, cela va derrière impacter les décisions de la Fed et donc de Jérôme Powell sur son fameux tapering. Donc voici les prévisions d'inflation et de croissance actualisées pour fin 2021, 2022 et 2023 pour la BCE. Pour terminer la partie macro, ici nous avons un graphique de la surperformance, encore une fois, des États-Unis. Donc, comme toujours, comme je vous le disais, les États-Unis sont la locomotive de l'économie et on constate très clairement que les actions américaines augmentent 3 fois plus vite que le reste du monde. Vous voyez ici que le S&P est en hausse depuis le début de l'année de plus de 20%. Et le reste du monde est un peu à la traîne, à la ramasse, avec seulement quasiment 8% de performance. Donc, encore une fois, dopé et tiré notamment par les fameuses tech, les Fangman, qui représentent quasiment 8% de la capitalisation boursière mondiale, donc forcément 10 000 milliards de capitalisation boursière avec une hausse fulgurante depuis maintenant plus de 15 mois. Il est normal que cela vienne doper l'indice S&P 500. Néanmoins, si vous êtes des investisseurs ou des traders actions, eh bien, il faut encore aller là où il y a de l'action et là où il y a de la surperformance. Et encore une fois, très clairement, le marché américain surperforme encore une fois. Donc, je vous invite, en tout cas si vous êtes des traders ou des investisseurs sur actions, à profiter la prochaine fois d'un éventuel repli ou d'une correction pour justement se positionner sur ces titres qui surperforment l'ensemble du marché si vous voulez terminer un peu l'année en beauté. Côté graphique maintenant, direction notre indice national, le CAC 40. Alors, où en sommes-nous sur le CAC 40? Eh bien, balle au centre, retour au milieu du range. Effectivement, hier, les annonces de Christine Lagarde ont rassuré les investisseurs et surtout le fait qu'elle n'ait pas évoqué le mot tapering, mais recalibrage. Et donc là, cette gymnastique est bien un peu rassuré les marchés derrière et donc le CAC a plutôt clôturé même dans le vert et est revenu, en tout cas est parvenu à reconquérir l'ancien top ici de juin 2021. Donc pour ma part, actuellement, je suis plutôt neutre toujours sur le CAC 40. J'observe
une figure de consolidation ici qu'on va aller voir sur les futurs, mais il se pourrait en tout cas qu'on n'ait pas de correction en ABC. Encore une fois, j'aimerais une clôture vraiment sous cette zone, et à chaque fois on a ouvert avec des gaps, on a fait des incursions sous les niveaux que je vous ai cités, les 6685, 6665 points. On fait de la mèche, mais à chaque fois, le marché remonte, les acheteurs défendent bien ce niveau, et pour l'instant, on n'arrive pas à aller plus bas pour véritablement déclencher cette correction en ABC et avoir un mouvement correctif plus profond pour aller chercher 6570 et 6400 points. Effectivement, hier, on évoquait potentiellement cette sortie de drapeau. Donc là, pour moi, on se trouve, si vous voulez, à la croisée des chemins. Dans le sens où, premièrement, on a une sortie de drapeau, on pourrait croire qu'on est en train d'effectuer un pullback, mais ici, on a aussi une consolidation des prix à l'intérieur d'un élargissement descendant. On va aller voir derrière sur les futurs. Donc, si on en sort par le haut, invalidation du drapeau et donc poursuite de la hausse pour retourner sur l'ancienne borne haute du range. Et derrière, en cas d'accélération, je vise toujours le comblement du gap. En revanche, si le marché est maintenu en échec, effectivement, on pourra avoir un pullback et derrière, valider le drapeau pour accélérer à la baisse. En tout cas, pour l'instant, plutôt neutre. Si on regarde les futurs, donc là, je veux juste aller voir le CAC 40 en données 4 heures, mais on a aussi une belle oblique qui vient coiffer les prix juste ici. Et pour moi, c'est le niveau qui va m'intéresser. Si on arrive à franchir cette oblique et qu'on réintègre notre canal, invalidation du drapeau, et donc les acheteurs reprennent un peu l'ascendant psychologique et on pourrait remonter en direction des 6780 points. Toutefois, si on est maintenu en échec ici, ce drapeau reste validé et on pourrait avoir la semaine prochaine une correction plus importante sur les marchés. Donc maintenant, si on bascule sur les futurs, le CAC 40, ici, je vais enlever l'Ishimoku, je vais mettre en données. Donc là, je n'ai pas tracé le drapeau, et vous voyez bien qu'on a notre drapeau qui était juste ici. Voilà, donc on est en plein pullback. Et d'un autre côté, en données 1 heure, on a un élargissement descendant, comme le fameux élargissement descendant qu'on a vu en données daily juste ici, et derrière, ça avait donné cette accélération. Donc là, même schéma, de nouveau une même configuration en élargissement descendant. Voilà pourquoi j'attends de voir maintenant ce qui va se passer voilà, cet après-midi ou lundi matin, pour avoir plus de visibilité sur le marché. Effectivement, pour moi, si, comme je vous le disais, on sort par le haut de cet élargissement descendant, invalidation du drapeau et poursuite haussière. En revanche, effectivement, ici, si l'avalement se confirme en données horaires et qu'on part combler le gap, alors on pourrait valider le drapeau et accélérer d'une part sur les 6590 et si on break les anciens plus bas, valider notre correction en ABC pour aller chercher les 6430 points. Je vous invite en tout cas à affiner votre stratégie en regardant le graphe en données horaires. Le DAX maintenant, l'indice allemand. L'indice allemand, pareil, on se situe sur un niveau clé. J'ai envie d'aller voir quand même la bougie de la semaine. Bon, un doji, encore une fois, qui nous donne pas beaucoup d'indications sur la direction à venir des prix, mais on travaille toujours la borne haute de notre canal. Des prix, en tout cas un marché qui se stabilise, qui manque un peu de carburant depuis maintenant plusieurs semaines, depuis le mois de mai. Bref, toujours cette oblique qui vient un peu freiner l'ascension des prix. Et si on affine un peu en données daily, on se rend compte que nous avons un retour sur un niveau technique clé, à savoir l'ancienne borne basse du range. Donc là, très clairement, pareil, je vais surveiller ce niveau pour la semaine prochaine, voire cet après-midi. Je ne m'attends pas à beaucoup de volatilité sur les marchés. On n'a pas de grosses news à venir. Mais ici, en tout cas, on est sur une zone
la fameuse zone juste ici, à peu près des 15 700, 15 690. Un objectif majeur a été atteint, dans le sens où on avait cette divergence haussière qui a été validée, juste ici hier. Hop. Donc, petite divergence haussière en H1. Et si on prend l'objectif théorique qui est les 50% de la dernière vague de baisse, vous voyez que l'objectif a été atteint. Donc pareil, plutôt neutre. Je vais maintenant, et je vous invite aussi à surveiller des changements de retournement dans cette zone, pour savoir si c'est juste un rebond technique. Donc, on vient taper la zone qu'on vient de définir en données daily, et derrière on repart en direction du sud. Dans ce cas-là, TP1 15 480, 580, TP2 15 500. Simple rebond technique sur retracement des 50%. Et à l'inverse, si on casse cette zone, eh bien, on pourrait réintégrer le range et de nouveau aller chercher l'oblique. Donc là, pour l'heure, en données horaires, on n'a pas de changement de retournement, mais on arrive sur une zone, à mon avis, où on pourrait avoir une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, étant donné que c'est l'ancienne borne basse du range. On a un très beau niveau en H4. Pareil, on a la MM200 qui arrive en renfort sur ce niveau. Donc, ce n'est pas le moment de passer, en tout cas, acheteur sur le DAX. Là, très clairement, soit vous attendez la cassure, même s'il n'y a pas beaucoup à gagner derrière, je trouve, quoique le comblement du gap. Mais dans le cas contraire, si effectivement les prix ne parviennent pas à franchir ce niveau et manquent un peu de carburant pour aller plus haut, eh bien, repartir sur une correction pour retourner chercher notre niveau en TP2 sur les 15 500 points. Le Dow Jones. Alors, l'indice américain, il a certes enfoncé sa MM50 et la MM50 est la zone de support, à savoir la borne haute de son range, mais il est venu chercher la deuxième zone. Pareil, on va regarder surtout sur les futurs, où on avait tracé nos zones, et pour l'instant, les futurs sont dans le vert. Je passerai vraiment baissier sur le Dow Jones si on enfonce ce niveau. Pour moi, on a deux gros niveaux, c'est les 15 100, 15 090, et ensuite, derrière, c'est les 15 780, 15 800. En dessous, il n'y a pas grand-chose, je trouve. On n'a pas de gros niveaux de support clés. On pourrait facilement accélérer en direction des 34 200. Donc, si on break ce niveau, effectivement, je viserais 34 200 en swing. Pour l'heure, j'ai pas envie de passer vendeur, étant donné qu'on pourrait évoluer dans un range. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire, en tout cas sur les futurs. On a un gros range technique. Voilà pourquoi j'attends surtout d'avoir une rupture des deux bornes pour connaître un peu l'évolution à venir des prix. En données 4 heures, bon, sur le cash, j'ai pas beaucoup d'informations, par qu'on teste justement la borne basse pour moi d'un potentiel range à venir. Je trouve qu'on a plus d'informations sur les futurs. Alors on va y aller tout de suite. Voilà. Les futurs, on a eu quand même un beau rebond sur la zone basse, pas vendeur. D'un autre côté, on est de nouveau sur la borne haute. Alors, voilà mon plan sur le Dow Jones maintenant. C'est ce range. Donc là, d'abord, je vais enlever l'Ishimoku. Voilà. Pour moi, on est dans un range actuellement. Donc vendre ici, c'est beaucoup trop tôt. Tant qu'on n'a pas cassé en fait cette borne basse. Derrière, pourquoi pas valider un double top si on enfonce. Donc, effectivement, je passerai vraiment vendeur si on enfonce ce niveau pour aller chercher la deuxième zone, qui pour moi est quasiment 400, 500 points plus bas. Mais pour l'heure, phase de consolidation toujours. Je ne passe pas acheteur pour autant, plutôt chercher des achats au plus près de cette borne pour ensuite vite sécuriser le trade en cas d'échec sur la deuxième zone. Là, j'attendrai de nouveau le franchissement de cette zone pour espérer
un retour et une rotation complète des prix en direction de la borne haute. Maintenant, si on met l'Ichimoku, effectivement, vous voyez qu'on est encore sous M50, sous plaquette jaune, Tenkan juste au-dessus, donc deux gros obstacles techniques. Difficile d'être acheteur là maintenant sous autant de résistance. Donc, pour moi, je vous invite, en cas de repli, d'essayer une nouvelle fois de vous positionner en cas de signal de retournement sur ce niveau. En cas de cassure, passez vendeur pour viser cette zone. En revanche, si le flux qu'on a ce matin continue à accélérer et que derrière les US décident de tout arracher comme ils ont bien l'habitude de faire, eh bien si on casse ce niveau, on pourrait derrière avoir une cassure Tenkan Kijun et donc se positionner pour aller chercher les 35 600 points. Voilà le plan complet sur le Dow Jones. Et en données 4 heures, bon, on est dans un rebond, en tout cas les investisseurs apprécient l'entretien téléphonique entre le président américain et chinois. Pour l'instant, attendons cet après-midi pour voir la réaction des opérateurs américains. Mais pour moi, on est sur une grosse zone, donc pas de précipitation à l'achat sur l'indice Dow Jones. L'euro-dollar maintenant. L'euro-dollar reste orienté à la hausse, toujours finalement plutôt stable après les annonces de la BCE. Deux scénarios toujours possibles et envisageables. Soit on part dans un range entre 1,1875 et 1,1675. Ça, ce serait le plan B, mais le plan initial reste un retour en direction des 1,1953. Suite à la sortie de l'élargissement descendant, on est en train de faire le pullback. La BCE n'a pas plombé l'euro derrière. En données hebdomadaires, on est toujours sur notre avalement haussier qui n'est absolument pas invalidé, mais on bloque sur les 1,1875. Donc je reste toujours haussier dans mon plan. Celles et ceux qui sont rentrés sur les 1,18 peuvent mettre un stop à break-even ou remonter en tout cas leur stop loss, mais derrière je reste quand même haussier sur l'euro-dollar pour aller chercher mon TP1 plutôt à 1,1950. Bien évidemment, il faudra que le marché parvienne cette fois-ci à franchir ce fameux niveau technique des 1,1875. Mais en données 4 heures, bon, pas plus d'indications que ça sur l'évolution des prix. On est toujours sur le niveau 38,2 de Fibonacci, donc pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, la reprise haussière commencerait à se dégrader, je pense, si on repasse sous les 38,2, mais surtout sous l'ancien sommet juste ici. Derrière, ça viendrait chercher les 50% et on repasserait sous la borne haute de notre élargissement ascendant. De ce fait, ce serait pas forcément de bon augure pour la suite et le scénario 2 risquerait de se réaliser, à savoir une phase de trading range. Et pour l'instant, on est simplement dans un mouvement correctif au sein d'une reprise haussière. L'AUD-USD, j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. Pour rappel, on avait toujours ce V-bottom avec en TP1 les 0,7480. Finalement, on est revenu pullbacker et j'évoquais, je ne sais plus si c'était hier ou mercredi, le fait de surveiller cette zone avec des changements de retournement encore une fois. Et effectivement, c'est le cas. On a eu quand même un avalement 4 heures. En données 15 minutes, on a justement validé le triple bottom. Derrière, c'est reparti à la hausse. Et on avait aussi notre divergence haussière en données horaires, juste là. Donc, pour l'instant, les acheteurs gardent la main, étant donné qu'on est dans une reprise, correction, ça repart. L'objectif théorique, lui, de la divergence, ça reste les 50%. Donc, l'objectif de la divergence haussière a été atteint. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont justement joué cette divergence haussière. Mais derrière, je vise quand même un peu plus haut et j'aime beaucoup là le chandelier qu'on était en train de faire. Ça ressemble à un pullback. Et finalement,
ça ne passe pas, soutien MM50, donc à voir en clôture, mais j'ai le sentiment qu'on va valider, enfin qu'on a validé ce V-bottom sur zone finalement, qu'on ne va pas faire une clôture hebdomadaire sous notre zone hebdomadaire, et qu'au contraire, voilà, le marché avait besoin de corriger, de consolider, de reprendre un peu son souffle avant de repartir. Donc, je garde toujours un scénario haussier sur cette paire en visant TP1 0,7480 et TP2 0,7588 et invalidation de mon plan en cas de clôture sous la mèche basse, à savoir les 0,7335. Le NZD USD très rapide, non pas si c'était l'euro NZD, pardon. L'euro NZD très rapide. Je vous invitais hier à protéger ou à clôturer votre position juste avant la BCE. Il y avait un plan acheteur en début de semaine suite à la réintégration des prix à l'intérieur du range, mais hier, le marché n'avait pas suffisamment pris d'avance, on était juste ici, et je vous disais que c'était du casino de garder ce trade avant les annonces de la BCE. Donc j'espère que vous avez mis en tout cas votre trade, votre stop à break-even, ou même couper la position. J'invite à couper la position, étant donné que juste avant les annonces de la BCE, c'était quand même assez chaud, étant donné que je ne connaissais pas, personne ne connaissait les propos qu'allait faire Christine Lagarde. Donc très rapide. Le NZD USD, c'est un plan qui va m'intéresser pour la semaine prochaine. La dynamique de fond, la tendance primaire est haussière et on consolidait dans un biseau descendant. Pour l'heure, j'attends de voir la clôture et surtout la clôture hebdomadaire, mais j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire sur le NZD-USD et potentiellement un signal technique haussier pour viser les 0,73. Voilà le plan que je vais surveiller sur le NZD-USD. J'attends la clôture. Ce serait bien qu'on arrive à sortir de ce biseau. Effectivement, si on le prend en données weekly, on a une sortie, mais derrière, on a une réintégration. Voilà pourquoi je vais surveiller à partir de la semaine prochaine cette paire pour voir en tout cas si oui ou non, en clôture déjà ce soir, on parvient à franchir notre oblique. Effectivement, on a une belle zone de polarité juste ici. Et ça pourrait être intéressant de profiter de cette cassure de zone de polarité MM200 sortie de biseau pour accélérer en direction des 0,73 avec un stop loss juste en dessous. Donc voilà le plan à surveiller pour la semaine prochaine. Le gold. Le gold, j'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre. Encore une fois, on arrive sur la fameuse zone des 1790 couplée à notre oblique haussière, juste ici. Comme vous pouvez le voir, 3-4 points de contact. Ici, c'était de l'excès baissier. Et là, de nouveau, on se rapproche de cette oblique qui est plutôt pertinente, je trouve. Et en même temps, de la fameuse zone clé des 1790-1800. Donc là, pareil, on a un double niveau de support et potentiellement une ETI à la clé. Épaule, tête, épaule, inversée. Si on bascule en données daily, vous voyez qu'on est en train de former la deuxième épaule. Donc en données 4 heures. Donc en données 4 heures, la formation d'une ETI pourrait permettre de relancer le gold. Donc à surveiller, mais je surveille surtout la zone des 1790-1800 pour tenter de nouveau des achats dans cette zone. Voilà le plan sur le gold, il n'a pas changé, plutôt des achats le plus près possible des 1790-1800 au plus proche de cette oblique. Et derrière, effectivement, à surveiller si on prend la direction d'une épaule tête-épaule inversée.
Le pétrole maintenant. Le pétrole, on est toujours dans le range. Finalement, je garde le plan haussier sur le pétrole. On a quelques turbulences, mais tout dépendra maintenant de la sortie du range, soit par le haut, soit par le bas. Je garde quand même mon plan acheteur sur le pétrole, étant donné qu'on a quand même eu une cassure Tenkan Kijun à la hausse pour viser les 75-60. Mais maintenant, tout dépendra de la sortie de ce range. Effectivement, j'avais un plan acheteur pour ma part ici. Finalement, on a réintégré le range. Là, aujourd'hui, on tente une nouvelle sortie. Bon, pour celles et ceux qui ne sont pas encore positionnés sur le pétrole, attendez tout simplement la cassure, soit par le haut, soit par le bas. Pour ma part, j'étais plutôt haussier suite à la cassure avec un stop loss sous la mèche ici. Mais celles et ceux qui ne sont pas encore positionnés sur le pétrole Brent, eh bien, surveillez la cassure de ce range, qui logiquement devrait donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc TP1 75-70 et TP2 de nouveau plus annuel. Et à l'inverse, si on en sort par le bas, eh bien, invalidation de mon plan haussier et je pense qu'on aura un retour tout simplement sur la borne basse de notre canal vers les 68 $. Voilà le plan, pareil sur le pétrole à surveiller pour la semaine prochaine. Cette sortie de range de consolidation, très clairement, mais surtout en données daily. Là, on fait des mèches un peu avec de l'excès baissier ou haussier. Le range est très propre en données daily, je trouve. Donc, on attendra une clôture au-dessus ou en dessous du range pour avoir l'opportunité de se positionner sur le marché pétrolier. Le light. Le light, c'est exactement la même chose. Je vais un peu nettoyer le graphique quand même, mais on est dans un range aussi. Encore une fois, si on affine en données daily, voilà, on est dans le range et peut-être que le light va enfin sortir, va rejoindre au moins le WTI. En sortant par le haut de son range et derrière, on aura aussi une sortie par le haut du canal baissier. On cassera notre résistance, notre zone de polarité intermédiaire et on franchira aussi la moyenne mobile 50. Donc forcément, là, reste à savoir si on est un peu dans une zone d'accumulation de distribution. Effectivement, si le light accélère, tout porte à croire en tout cas, on devrait de nouveau aussi, en tout cas ça permettrait au light de confirmer le scénario qu'on a eu en amont sur le Brent qui nous indiquait une poursuite de la hausse. Donc voilà, le plan est aussi le même sur le light que sur le Brent. Il faudra surveiller la semaine prochaine cette sortie de range qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Les crypto-monnaies, pour terminer ce briefing des marchés avec le Bitcoin. Le BTC, après la purge qu'on a eue mercredi, commence à se stabiliser. Point positif, c'est que je vois certains altcoins repartir comme en 40. On a franchi, certains altcoins ont même franchi les niveaux avant leur chute. Je pense à Solana, je pense à Elrond. Bref, pas mal d'altcoins qui sont repartis de manière assez forte. Au contraire, BTC et Ethereum se stabilisent, mais pas une poursuite du flux. Donc, je garde mon scénario de gros range à venir sur le BTC. Les prix se stabilisent pour l'instant. Et je vous invite très clairement à tracer vos zones. Pour le moment, plutôt neutre, rien à faire pour moi sur le BTC ici, on est en plein milieu du désert. On attendra de se positionner sur les niveaux clés et pour moi, ça reste le plus près possible de la moyenne mobile 50 et pourquoi pas sur excès entre la zone 38,2 et zone horizontale. Donc là, pour moi, la zone clé, c'est MM50, 44 700, 43 000 $. 43 800, une zone de 1000 $ sur le BTC. Mais pour moi, on a un gros niveau de prix ici. En hebdomadaire, ce serait propre
Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus de la Kijun, donc là, très clairement, ça confirmerait vraiment mon scénario de range à venir entre 44 et 53, car si on clôture sous ce niveau, il est possible qu'on vienne chercher la Kijun, la Tenkan, et dans ce cas-là, qu'on soit obligé potentiellement d'élargir le range. Pour l'heure, je garde le range initial qu'on a tracé hier sur les 44 750 et en tout cas les deux bornes, 44 000, 43 000 à 53 000. Et maintenant, derrière, en données 4 heures, pas beaucoup d'indications, je trouve, sur le BTC. On se stabilise très clairement pour être de nouveau avoir un range plutôt neutre. Être vendeur ici, certainement pas. Être acheteur, le ratio n'est pas bon du tout. Je vous invite à être patient. Voilà, tout simplement. Et d'attendre les niveaux clés. Ne pas se précipiter, encore une fois. Là, en données 4 heures, j'ai pas beaucoup d'indications, je trouve, sur les prix. Effectivement, on a une divergence haussière. Les divergences, pour rappel, c'est pas les mèches, c'est sur clôture. Donc là, en horaire, on a eu la divergence qui, en tout cas, a permis cette fin de baisse. C'est pas pour autant que ça se reprend, mais au moins, voilà, le marché se stabilise, mais il est sur des niveaux de prix qui m'intéressent pas vraiment. En tout cas, je trouve que cette zone-là n'est pas très intéressante, donc on pourrait très bien se stabiliser avant de se refaire une nouvelle fois une petite frayeur. Mais voilà, je vous invite très clairement à tracer vos zones et à surveiller des chandeliers, des éléments techniques pouvant vous indiquer un rebond à venir pour vous positionner dans la zone 44 770, 44 000 à l'achat. Sauf si on a une grosse bougie flux qui vient pulvériser cette zone et la percer. Dans ce cas-là, la prochaine zone, ce sera les 41 000. Mais pour l'heure, phase de stabilisation, plus de peur que de mal. Donc, on surveillera notre fameuse zone clé pour faire des achats à bon compte. Pour terminer, l'Ethereum maintenant, donc ETH USD. Et c'est exactement la même chose. Phase de stabilisation, le marché se cherche encore. Là, je suis en données horaires. Bon, je vais d'abord passer en données hebdomadaires. Bon, en données hebdomadaires, pas grand-chose à dire. Je trouve qu'on a plus d'éléments intéressants en données daily. Pour moi, on a un gros niveau de support juste ici. C'est clairement haussier, c'est pas baissier. Les acheteurs gardent la main pour l'instant, donc pas de panique tout de suite sur l'Ethereum. Et en données daily, c'est cette zone-là. Voilà. Pour moi, on a pareil une belle zone de prix assez large, 3280, 3140, retracement de 38,2 de Fibo. Je pourrais un peu affiner cette zone, je pense, si je prenais juste ici. Mais il me faut quand même les mèches qu'on est venu taper, donc 3250, 3140. Voilà, une zone de 100 $ sur l'Ethereum. Vendre ici, bon, pas terrible non plus. Et encore une fois, je cherche plutôt des achats. Malgré la correction qu'on a eue, la tendance reste haussière. On s'est fait une frayeur, on a eu une belle purge. Mais encore une fois, les gros niveaux de support n'ont pas cédé sous la pression vendeuse. Donc, tant que ce niveau-là ne cède pas, je vais une nouvelle fois tenter de chercher des opportunités à l'achat sur signal de retournement. Donc là, j'aime bien le fait qu'on ait la moyenne mobile 50 qui remonte sur cette zone-là, qui va venir renforcer ce niveau avec le niveau de Fibonacci, notre niveau de support horizontal, plusieurs éléments qui convergent et qui viennent forcément renforcer ce niveau technique. Mais pour le moment, comme je vous le disais, on se trouve nulle part. Donc, je me montre patient et j'attendrai, si correction on a, ou si poursuite du flux baissier on a, un retour dans la zone. Et là, comme sur le BTC, je crois, a repris pas les 50%. Enfin, si on prend les mèches, il a repris les 50%. Mais sinon, rebond technique, on a repris les 38,2. Mais acheter ici, certainement pas. Vendre non plus, ce n'est absolument pas judicieux.
Par contre, attendre, comme je le disais, un retour pour savoir si on a un simple rebond, on consolide, on se stabilise, et pourquoi pas, par la suite, repartir dans un range un peu plus large. Voilà. Et là, ce serait intéressant, effectivement, à plus court terme, si on rebondit, finalement ça ne passe pas, et qu'on retombe dans cette zone, et pourquoi pas évoluer dans un range 4 heures, et donc chercher des achats le plus proche de cette zone. Et en attendant, ne rien faire, tout simplement. Voilà le point complet sur les crypto-monnaies. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, un très bon week-end aussi. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc lundi pour faire un point complet sur la planète finance.